Alors, bonjour, ici Jean-François Ferland, rédacteur en chef adjoint au magazine Direction informatique. Ça me fait plaisir d'être ici. Je vous transmets les salutations de M. Denis Lalonde, le rédacteur en chef, qui n'a pas pu être présent pour être le modérateur de ce panel sur les réseaux optiques numériques à 100 gigabits et plus. Si vous permettez, je vais commencer par une petite anecdote. En 1994, j'étais étudiant à l'Université Laval. Et il y avait un projet qui s'appelait Voix, images et données en résidence, où ils nous installaient la télévision, une ligne téléphonique, ainsi qu'un accès à Internet. Et je me souviendrai toujours que sur mon ordinateur 486, via Trumpet Windsock sur Windows 3.1, j'avais pu me connecter à un réseau qui m'avait permis de pouvoir découvrir la planète à une largeur de bande de 7, 8 ou 32 kilobits à la seconde. Je me rappellerai également la stupéfaction que j'ai eue lorsque j'ai téléchargé un fichier du Japon à 400 kilobits à la seconde. C'était vraiment... J'avais vraiment tout vu en termes des réseautiques. Bon, par la suite, lorsque j'ai quitté l'université, je suis tombé sur les modems à 28,8 kbps des fournisseurs Internet. Mais graduellement, comme l'ensemble du grand public, j'ai pu découvrir, goûter à la large bande à nouveau lorsque les services grand public se sont répandus. Aujourd'hui, quand on regarde l'accès à la vidéo, l'accès à l'audio, l'accès au contenu, ça fait maintenant un peu partout un minimum de quelques mégabits à la seconde, que ce soit à la maison, que ce soit au bureau, que ce soit dans un laboratoire. Et les gens, de plus en plus, veulent avoir du contenu de qualité en continu, veulent y accéder avec ou sans fil. Et dans les centres de recherche et les institutions d'enseignement, également, les besoins en bande passante se calculent déjà en gigabits. Fait que si on prend en considération que chaque individu, chaque entreprise, chaque organisation, dans chaque ville, dans chaque région, dans chaque pays, a de plus en plus de besoins et d'attentes en termes de réseautique, mais veut pas, il faut penser à augmenter la capacité. C'est un peu comme un réseau d'aqueduc ou un réseau autoroutier. OK, je n'ai peut-être pas pris les bons exemples, mais vous savez, à un moment donné, il faut penser à mettre à jour l'infrastructure pour pouvoir soutenir la capacité actuelle, mais surtout la capacité de demain. Aujourd'hui, 3 panélistes traiteront des technologies, des architectures et des applications qui permettront de répondre à la croissance des services à très haut débit au moyen des réseaux optiques numériques à 100 gigabits à la seconde et plus. Il s'agit de Mme Brunhilde Sansot, de M. Martin Mayer et de M. Ralph Rothschild. Et je vous souhaite dès maintenant un bon panel, une bonne conférence. Et j'invite Mme Brunhilde Sansot, qui est professeure titulaire en réseau de télécommunications au département des génies électriques de l'École polytechnique de Montréal. Mme Sansot dirige le laboratoire de recherche LORLab, le laboratoire de réseau à large bande, qui œuvre au développement de méthodes de design, d'opérations, d'optimisation de fiabilité et d'évaluation de la performance des réseaux câblés et sans fil. Mme Sansot nous parlera de l'Internet en transition, notamment des défis importants auxquels sont confrontés les planificateurs et les opérateurs de réseaux large bande. Mme Sansot. Merci. Je vais vous parler aujourd'hui de l'Internet en transition et des défis importants pour les planificateurs et opérateurs de réseau. Alors, l'objectif de ma présentation, c'est de vous présenter une vision très personnelle. Comme je dis, c'est très personnel de comment est-ce qu'on voit l'évolution d'Internet. Je vais identifier des axes de transition et je vais également explorer des pistes de solutions, voir ces axes-là, comment est-ce qu'ils sont en train de varier, quel est leur impact et explorer éventuellement des pistes de solutions. Alors, nous sommes habitués à voir l'Internet comme quelque chose de tous les jours. Maintenant, l'Internet est en pleine ébullition. On a de nouveaux joueurs, on a de nouvelles applications, on a de nouveaux services. Et cette ébullition-là, je la vois comme ayant une transition. Ça va nous amener quelque part, cette ébullition, et j'ai identifié 5 axes. Le premier axe, c'est évidemment l'adressage. Donc, il y a un gros changement qui s'en vient, c'est l'adressage, c'est le changement entre IPv4 et IPv6.
Le deuxième axe, c'est les médiums. Alors, on sait qu'on fait un énorme changement du câblé vers les sans-fil. Le troisième axe, c'est l'application, les types d'applications. On s'en va de plus en plus vers la vidéo en temps réel. Le quatrième axe, c'est la nature des communications. Alors, la nature des communications, ça veut dire qu'on passe d'un réseau qui était plus axé vers l'origine-destination à un réseau qui est plus axé vers les contenus. Finalement, on a le cinquième axe, que c'est l'impact éco-énergétique d'Internet. Alors, on va commencer par le premier axe. Ici, nous avons quelques données. Alors, vous allez, tout au long de la présentation, je vais vous présenter quelques données. Ça, je l'ai pris de Transitional Myth de G. Hudson. Alors, l'Internet grossit à un taux de 200 millions d'adresses par année. Donc, le premier axe, c'est la transition IPv4, IPv6. On sait qu'il grossit 200 millions d'adresses par année, que la pénétration d'IPv6, par contre, est entre 2 et 5 %. Donc, une très petite pénétration dans ces moments. C'est très difficile de convertir toutes ces adresses-là dans une courte période, et là, donc, on s'attend à une longue transition. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une longue transition? Ça veut dire qu'on va devoir travailler avec des solutions de type dual stack qui vont s'imposer, du DNS, ajout des serveurs de traduction, des carrier grade NATs et l'intégration de l'adressage IPv6 dans du tunneling MPLS et il y a d'autres propositions qui sont en train de faire. Mais qu'est-ce que tout ça, ça veut dire? Quelle est la conséquence de ça? La conséquence de ça, c'est qu'il va y avoir des coûts importants de transition pour les opérateurs, une gestion de réseau beaucoup plus complexe et le danger, la tentation de rester en transition. Donc, de rester avec un dual stack IPv4, IPv6. Bon, alors, tout ça, c'est bien beau. Maintenant, le problème, c'est que tout ça arrive en même temps qu'il y a d'autres changements importants qui sont en train de se passer. Et ça, c'est les autres axes qui s'en viennent. Donc, non seulement nous avons l'adressage, mais nous avons d'autres choses qui se passent et qui sont aussi importantes. Alors, le deuxième axe, comme je vous ai dit, c'est les médiums. Encore une fois, je vais vous donner quelques données. Cette fois-ci, elles viennent du Cisco Visual Networking Index de cette année. Alors, parmi les données qui sont... Ce qui est en train de se passer, c'est évidemment le boom du sans-fil. Alors, c'est les sans-fil qui croît de manière époustouflante. Et juste pour vous donner une idée, entre 2009 et 2010, AT&T a multiplié par 30 son trafic mobile. C'est gigantesque, ça. En 2010-2011, le trafic global a triplé pour la 3e année consécutive et présentement, le top 1% des usagers, ils génèrent 20% du trafic, alors qu'il y a un an seulement, ils généraient 30% du trafic. Il y a des prédictions aussi. Alors, les prédictions pour 2015 sont les suivantes. Le trafic mobile va être multiplié par 26. La vitesse du sans-fil va être multipliée par 10. 2/3 du trafic mobile sera vidéo. 800 millions de terabytes seront routés sur les réseaux fixes par des femtocell et des Wi-Fi. Le trafic M2M, et je vais revenir tantôt sur ce que c'est ce trafic-là, il va être multiplié par 40 et le réseau sans fil franchira la barrière électrique dans 4 régions de la planète. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on s'attend à ce que dans 4 ans, dans 4 régions de la planète, il y aura plus de gens qui ont du sans-fil que des gens qui ont accès à l'électricité. C'est quand même impressionnant comme donnée. OK. Alors, c'est quoi l'interprétation de tout ça? Bon, l'interprétation, tout d'abord, l'Internet devient le sans-fil. Donc, quand on parle d'Internet, on est en train de parler du sans-fil. Le trafic sans fil s'aplatit. Alors, avant, il y avait quelques usagers qui consommaient beaucoup. Maintenant, tout le monde, avec l'arrivée des téléphones intelligents, tout le monde devient un gros utilisateur. Et il va y avoir une augmentation accrue du trafic M2M. Alors, qu'est-ce que c'est ce trafic-là? C'est du nouveau trafic. C'est le trafic qui contrôle d'autres systèmes. Par exemple, les smart grids, la gestion des flottes, vidéosurveillance et de la navigation, ainsi de suite. Il va y avoir une augmentation fulgurante de ce type de trafic-là. Quelles sont les conséquences pour les planificateurs opérateurs de réseau? Alors, tout d'abord, il va y avoir nécessairement une augmentation accrue dans l'accès, parce que les fournisseurs de services sans fil doivent
se mettre à jour et ils vont dépenser beaucoup d'argent sur l'accès. Et ça veut dire qu'il va y avoir une augmentation de la capacité du réseau fixe pour faire face aussi à cette nouvelle demande. Et il doit y avoir une gestion plus serrée end-to-end du réseau. On ne peut pas considérer plus les réseaux, ça c'est les sans-fil, ça c'est les cores, c'est deux choses complètement à part. Il va falloir qu'on s'assoie et qu'on regarde les réseaux comme un tout. Du point de vue trafic, quel est le problème? Le problème, c'est que la vidéo devient très, très importante. Et je vais revenir sur la vidéo. Et la vidéo va vraiment tester les limites du sans-fil. Deuxième problème, il va y avoir moins de contention dans l'accès. Alors, présentement, les gens sont très contents, ils disent ah, ben, tout ça marche bien parce qu'on est surdimensionné dans les corps. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que si l'accès n'était pas mis à jour, bien, l'accès il est en quelque sorte une espèce de contention pour les corps. Et ça, on le sait, plus de trafic vidéo et M2M qui vont être débordés vers les corps. Ça, c'est ce qu'on appelle le offloading qui va se faire à travers les Wi-Fi et à travers les femtocell. Alors, on passe maintenant au troisième axe des changements. Alors, le troisième axe des changements, c'est l'application, c'est les applications. L'Internet devient vraiment du trafic vidéo en temps réel. C'est ça ce qu'on voit. Encore une fois, et ça c'est à part les sans-fil. C'est clair que dans les sans-fil, la prédiction, c'est 2/3 du trafic vont être la vidéo. Okay? Mais même dans les réseaux câblés, on se rend compte que c'est déjà très, très, très populaire. Alors, quelques données. On dit que le trafic de divertissement en temps réel, présentement, représente 49,2% du trafic d'accès en Amérique du Nord. Et que vers la fin de l'année, on sera au-delà du 50%. Donc, c'est très, très grand, ça. C'est qui ce trafic-là? Alors, c'est le trafic Netflix, c'est Amazon.com, c'est Google Videos, c'est YouTube, et ça, c'est le type de trafic. Et évidemment, un gros joueur, comme j'ai mentionné tantôt, c'est Netflix, qui commence à être un gros joueur, même au Canada. La pénétration actuelle de Netflix est 10% des maisons avec accès à large bande, et c'est déjà 13,5% du trafic et du trafic Netflix. Donc, quelles sont les conséquences? Première conséquence, c'est que la planification et gestion du réseau est beaucoup plus complexe. On va avoir un effet des jeux entre la gigue et les délais, et je vais vous dire tantôt qu'est-ce que c'est cet effet-là et qu'est-ce que c'est la gigue et les délais. Et au niveau de la performance, on va avoir une importance accrue de la gigue comme mesure de qualité de service et une compétition entre la voix et la vidéo comme trafic prioritaire. Parce que ce qui se passe, c'est présentement, quand vous avez un problème, on vous dit « OK, on va faire de la qualité de service ». La qualité de service, c'est donner la priorité à quelqu'un. Mais quand vous allez avoir beaucoup de connexions en temps réel, mais à qui vous allez donner la priorité? Est-ce que c'est à la voix ou à la vidéo? Comment vous allez faire ça? Ça, c'est une grosse question. Alors, qu'est-ce que c'est la gigue? Alors, la gigue, c'est une mesure de la variabilité du délai. Et c'est une mesure un peu spéciale, parce que c'est une mesure dont on n'a même pas une définition claire. Et alors, dépendamment si vous êtes l'ITU, les définissent d'une façon, l'IETF les définit d'une autre façon. Mais ça vous donne une idée de la variabilité du délai. Et la gigue est très, très importante quand on a de la vidéo. Donc, la vidéo, c'est un trafic difficile parce que c'est des gros paquets et en plus, il fait beaucoup de demandes en termes de qualité de service, une qualité de service très particulière. Alors, ici, nous avons, ça c'est pour un cas très particulier, pour des files d'attente MMA en série. Et quand nous avons optimisé la gigue et les délais, bien, ce qu'on constate, c'est que le délai se comporte d'une certaine façon et la gigue se comporte d'une façon complètement différente. Et ça a un impact au niveau de l'ingénierie du trafic. Alors, je vous donne ici un exemple. Nous avons ici une topologie ARPANET et nous sommes en train de regarder qu'est-ce qui arrive sur le trafic sur deux origines-destinations. Si on optimise, on est en train d'essayer d'optimiser le routage, donc l'acheminement sur ces réseaux-là. Si on optimise par rapport au délai, ce qu'on va voir, c'est une claire bifurcation du trafic. Donc, ce qui est optimal pour le délai, c'est bifurquer le trafic. Par contre, si on veut optimiser par rapport à la gigue, ce qui est optimal, c'est garder un seul chemin pour chaque origine-destination.
Et c'est ça les jeux qu'on va voir. Et plus on va voir du trafic vidéo, plus on va voir du trafic interréel, plus on va devoir faire ces jeux-là, décider qu'est-ce qui est mieux pour mon réseau. Donc, ça, c'était le troisième. Maintenant, passons au quatrième axe de transition. Alors, qu'est-ce qu'il dit cet axe-là? C'est ce que je vois comme la nature du trafic. On était habitué, quand l'Internet a commencé, à ce que le trafic soit un trafic origine-destination. De plus en plus, on s'en va vers un trafic qui est concentré vers les contenus. Donc, c'est un trafic axé vers les contenus. Vous voulez aller chercher votre contenu. En réponse à ça, il y a eu les réseaux de diffusion de contenus, ce qu'en anglais, on appelle les Content Delivery Networks, qui essentiellement, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont réparti des serveurs un peu partout, en périphérie d'Internet, de façon à ce que les usagers soient les plus proches possible du contenu. Alors, le contenu, il est caché, il est duplicaté, et les usagers vont être les plus proches possible du contenu, et comme ça, on va avoir accès plus rapidement à cette information. Maintenant, même avec du Content Delivery Networks, ça reste quand même si on est proche du serveur, ça reste quand même un système qui est inefficace parce que plusieurs usagers peuvent vouloir aller chercher l'information en même temps et utiliser la largeur des bandes plusieurs fois pour la même information dans le fond. Donc, ce qui est en train de se passer en recherche, c'est que les gens sont en train de se dire, il faut avoir un paradigme différent, une façon différente de penser. Et de dire, étant donné que ces réseaux-là, l'Internet, maintenant, il évolue vers un réseau axé vers les contenus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer que tout soit axé sur les contenus. Donc, ça, on tombe dans un nouveau champ de recherche qui s'appelle Information Centric Networking. Et l'idée, c'est que on va avoir l'information, plutôt que d'être concentrée juste sur un serveur, il y a des parties de cette information-là qui va être répandue sous forme d'arbre vers l'usager, de façon à ce que l'usager soit toujours le nœud le plus proche à l'usager et déjà l'information. Donc, on n'a pas besoin d'aller vers le serveur, mais on a juste besoin d'aller au nœud le plus proche de l'usager. Évidemment, il y a plein de problèmes qui sont ouverts, qui n'ont pas encore été réglés. Par exemple, la granularité de l'information cachée, jusqu'à quel point on va garder l'information, l'adressage, comment on va adresser cette information, la sécurité et la planification des réseaux avec ce type d'architecture. On passe maintenant au cinquième et dernier axe. C'est l'impact éco-énergétique. Alors, l'impact éco-énergétique d'Internet. Ici, je vais vous donner, j'ai des données du Smart 2020, donc c'est des données qui datent de 2008. C'est quand même des données, ces données-là, ils disent que l'impact éco-énergétique d'Internet, c'est 2%, donc qui est équivalent à l'industrie aéronautique. Maintenant, c'est des données quand même, je pense, conservateurs. Parce qu'en 2008, on n'avait pas encore eu les grands booms des iPhones. Ça y avait été donné, c'était en 2007, mais quand même, les gros booms n'étaient pas encore là. Donc, ce n'est pas des données, les prédictions sont encore conservatrices de ce côté-là. Maintenant, parmi toutes ces données-là, il y a un ensemble de données qui m'a beaucoup frappé quand j'ai lu ces rapports. C'est qu'ils ont pris 8 fournisseurs de services Internet et ils ont regardé combien ils consommaient. C'était 8 fournisseurs de services Internet, plus ou moins de la même taille et qui fournissaient plus ou moins les mêmes types de services. Et ils se sont rendus compte que la variation en consommation, c'était de 23 kWh par année par usager à 109 kWh par année par usager. Donc, vous avez une différence de 5 pour le même type de réseau. C'est quand même surprenant. Moi, j'étais abasourdie quand j'ai vu cette donnée-là. Alors, une façon d'expliquer ça, vous pouvez me dire comment ça se fait. C'est le même nombre d'usagers, c'est le même type d'architecture. Comment ça se fait? Mais c'est parce qu'il y a des gens qui font plus attention avec leur consommation énergétique. Alors, je vais vous montrer ici, on a fait une compilation, nous, de la puissance des routeurs et des switches de plusieurs fabricants. Et ça, c'est en échelle logarithmique. Alors, nous avons des échelles logarithmiques.
Alors, vous pouvez, ça c'est la consommation en watts, et ça c'est la capacité de l'équipement. Et vous pouvez voir ici à l'échelle logarithmique que pour une même capacité, vous avez vraiment une énorme variation dans la consommation énergétique. C'est très, très grand, la différence. Donc, évidemment, si vous, pour une même capacité, tout d'abord, les switches ont l'air de consommer, en général, moins que les routeurs, et même parmi les mêmes types d'équipements, donc les switches, eux, ou les routeurs, eux, vous pouvez avoir une grosse variation. Ce n'est pas la même chose celui qui était ici que celui qui était ici, par exemple. Donc, ça, c'est une façon d'expliquer la différence en consommation. Et on va voir c'est quoi les conséquences. C'est qu'il faut trouver des façons éco-énergétiques de planifier et de gérer nos réseaux. Alors, c'est là qu'on est en train de parler de plus en plus d'info nuagique, aussi pour des raisons éco-énergétiques, virtualisation des réseaux, gestion on-off du réseau. Ça, c'est les I3E 802.3 AZ, qui vous dit que vous allez pouvoir utiliser des cartes Ethernet qui vont s'éteindre. Et il faut faire de l'ingénierie vers du trafic. Et je vais vous montrer ici un exemple qui vous montre clairement qu'est-ce que vous pouvez gagner quand vous faites l'ingénierie vers du trafic. Dans ce cas-ci, bon, ça c'est un petit réseau dans lequel on veut trouver quel est le routage optimal. Mais on veut trouver aussi, on suppose que dans ces réseaux-là, on peut éteindre, allumer et éteindre les cartes, et on peut allumer et éteindre les châssis. Et on a une contrainte, on ne peut pas allumer plus que tant de fois pendant la journée, allumer et éteindre plus que tant de fois pendant la journée. Et on suppose qu'on a un scénario de demande pendant la journée qui a un profil à peu près comme ça. Alors, dans ce cas-ci, je vous montre pour un des scénarios combien on a vraiment besoin d'allumer. Alors, vous voyez, c'est juste une petite partie du réseau qui reste allumée. Et on a quand même la qualité de service, parce qu'on a fait attention dans nos contraintes que la qualité de service soit respectée. Ça, c'est le cas du routage fixe. Donc, ça veut dire que le routage va être le même pendant toute la journée. Maintenant, si on ajoute, si on dit, bien, OK, je vais optimiser, mais davantage. Donc, je veux suivre vraiment la demande, et donc je veux laisser que mon routage soit variable pendant ma journée. À ce moment-là, on épargne encore plus. Alors, vous voyez comment on peut... C'est un gain quand même impressionnant d'électricité, ce qu'on a dans ce cas-ci. Donc, ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire quand on fait de l'ingénierie de trafic vert ou éco-énergétique. En conclusion, nous avons identifié 5 axes de transition et nous nous rendons compte qu'on a un choix difficile à faire. On a les courts termes et les plus longs termes. Les courts termes, c'est l'adressage. Tout le monde est pris avec l'adressage. Mais les autres axes créent aussi des besoins pressants en planification et opération de réseau. Alors, quelles sont les pistes? Alors, moi, je dis c'est plutôt des vœux pieux, ce que j'ai mis là-dedans, c'est des pistes. Ça, c'est ce qu'on devrait faire. Première piste, et ça, je l'ai dit à mes étudiants, je l'ai dit aux opérateurs, je le dis tout le temps, tous ceux qui veulent m'entendre, il faut connaître son trafic. Alors, plus vous connaissez votre trafic, mieux c'est. Connaître votre trafic. Deuxièmement, il faut considérer les réseaux comme un tout et planifier conjointement toutes ces parties. Troisièmement, on ne peut plus jeter la capacité aveuglément. Il y a une conséquence à ajouter la capacité sans trop y penser. Ce n'est pas juste l'argent. Okay? Alors, il faut optimiser, 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 faire l'emphase sur l'ingénierie de trafic, incorporer l'efficacité énergétique quand on est en train d'optimiser. Il faut prévoir les changements plusieurs années à l'avance. Alors, c'est ça, on ne peut pas arriver à la dernière minute et dire, bon, voilà ce qu'on fait. Et ensuite, intégrer les axes de changement entre eux de façon efficace. Par exemple, si moi, je dois changer mon réseau et mettre du MPLS à cause de l'adressage, mais peut-être que je vais pouvoir utiliser ça pour un autre de mes axes. Ou quand je vais le faire, si je le fais de façon éco-énergétique, je suis en train de répondre aux besoins de 2 axes de transition. Et finalement, tirer parti des redondances existantes et à venir, c'est qu'il y a beaucoup de redondances cachées dans les réseaux, mais on peut essayer de les utiliser pour faire des réseaux qui soient plus efficaces. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Mme Sanso. J'inviterai maintenant M. Martin Maillère à venir me rejoindre sur la scène. M. Maillère est professeur agrégé au Centre Énergie, Matériaux, Télécommunications de l'Institut national de recherche scientifique à Montréal. M. Maillère a suivi ses études de maîtrise et de doctorat avec distinction à l'Université technique de Berlin en Allemagne. Il a été ensuite chercheur postdoctoral au Massachusetts Institute of Technology et professeur invité à l'Université Stanford. Il est fondateur et directeur de création du Optical Zeitgeist Laboratory, dont les activités de recherche portent notamment sur les défis techniques et les possibilités des réseaux bimodales optiques et sans fil. La présentation de M. Maillère portera sur les réseaux d'accès FiWi et non Wi-Fi, qui combinent la capacité en bande passante des réseaux optiques et l'omniprésence des réseaux sans fil. Et il traitera également des réseaux électriques intelligents. M. Maillère. Merci. D'abord, je voudrais m'excuser de donner la présentation en anglais parce que c'est encore plus facile d'exprimer mes idées plus précisément en anglais qu'en français. Alors, the title of the talk is FiWi Access Networks from Green to Smart Grid Communications Infrastructures. So here's the outline. So I will first introduce FiWi networks, which are sometimes referred to as the end game of broadband access. Then I will try to elaborate on the pros and cons, reasons why and why not we should get embarked on greening access networks. And I will focus on a recently approved IEEE standard referred to, known as EEE. We will see what it is. And then I make a step from green networks to smart grid communication infrastructures by explaining on the following phrase that communication networks should become less an end in itself than a means to an end. We will see what it means. And finally, I will conclude. So before getting started, let's get on the same page what broadband access means. So FCC redefined the term broadband access last year in July. And nowadays, broadband access means in downstream direction you have at least 4 megabits per second, and in the upstream direction from customer to internet you have at least 1 megabit per second. So this is known as broadband access. There are different technologies to build broadband access networks, so let's focus on fixed broadband technologies. So there are wireline and wireless. The predominant wireline access technologies are DSL, cable modem, and fiber. So here you have data from OECD. So in the 40-something OECD countries, we currently have 271 million broadband subscribers. The vast majority deploys DSL, amounting to 60%, 29% deploy cable modem, and then you have 9% using fiber and some local area networks in the basement or in buildings. And the remaining 2% are made up by BPL, standing for broadband over power line, and satellite and WiMAX. However, this will change over time. So here you see qualitatively the deployment volume over time. So this is the time axis starting in 85, going all the way to 2035. So we are currently somewhere here, 2011. So most people use ADSL, which is currently superseded by VDSL. Then around 2020, we may have another version of DSL, but in the long term, all these copper solutions will be replaced by FTTH solutions, standing for FTTH. And I would like to mention that I was surprised last month because I just moved into a new condo, and I was surprised that in greenfield deployments, you already have fiber to the home as the default broadband technology. So if you go with Bell Canada, you get fiber to the home without any
So, and these fiber-to-the-home networks are typically built using so-called PONs. PONs is one kind of fiber access network, standing for passive optical networks. They have some well-known merits, such as huge capacity, attenuation loss is very, very small, low operation expenditures, longevity, and future-proofness. But also in terms of power consumption, PON are the medium of choice to build broadband access networks. So, and this is shown here. So you have on the y-axis the energy required to send 1 bit over your offered access rate. And you see here a number of broadband technologies, WiMAX, fiber to the node, point-to-point solutions, and the lowest power-consuming solution is PON. So, and based on this, PON will play a key role in future green access networks. However, fiber will not be the only medium you have to use to build future-proof networks. You also need to have wireless access technologies, which brings up the term FiWi, standing for Fiber Wireless Access Network. So future broadband access network will be bimodal, using fiber technologies and wireless, and copper will phase out increasingly over time. And this is one example. So I don't have the time to go into the details. You have here a PON and then a wireless mesh network, which might be built, based on 11N and 11S wireless LAN technologies. So I take a shortcut here. All these recent developments in fiber access networks will be described in this upcoming book, which becomes available next year, February 2012. And I rather describe the big picture of fiber access networks. So the design goals of fiber access networks are twofold. We've heard it this morning. Video will play a major role. As a matter of fact, this is taken from Cisco. So by 2014, over 91% of consumer traffic will be video. So you have to design your access networks accordingly. In the remaining part of the talk, I want to focus on the economical aspect of fiber network, namely the reduction of greenhouse impact of access networks. And access networks do play a key role in reducing the greenhouse impact of the internet, due to the fact that the power consumption is roughly 70% done in the access networks and only to 30% in the core part, okay? And there are different techniques you might use to green your access networks. For instance, this standard, EEE, standing for Energy Efficient Ethernet, this standard has been ratified lately in September 2010, and it's the first standard on energy efficiency in the history of IEEE 802.3. So very briefly, how does it work? So it's like a cycling protocol. So you have active periods and sleeping periods, known as low power idle, so you can save 90% of your energy during these periods. However, there are some issues. For instance, this wake-up time and sleeping time is very, very large, relatively speaking. So there's a huge overhead associated with EEE. For instance, if you consider one Ethernet packet, which is 1,500 bytes, to be sent at 10 gigabit per second, this would take 1.5 microseconds. However, the overhead to awake your transmitter and put it asleep again is more than 7 microseconds. So the overhead is roughly 6 times larger than the packet transmission time. There are ways to get around it. Namely, instead of sending a single packet, you just build bursts. So you wait to collect several packets and send them out jointly. However, then you end up in a next problem, namely the trade-off between energy efficiency and latency, okay? So what we did is kind of
there are ways to work on that. Okay, we published this recently in September 2011. So you can enhance packet coalescing, meaning collecting several packets into bursts, and also working on some smart routing algorithms to provide quality of service while at the same time providing some energy savings. Okay, and just to highlight some results, so this is something on the x-axis. You have the network load given in megabit per second, and on this y-axis you have the maximum video delay. So we focus on video traffic because it's expected to become more and more important, and we consider only maximum delay, so to speak, the worst case. And the lower curve is our proposed solution compared to several benchmark solutions. So you can achieve performance gain in terms of video delay, likewise in terms of power consumption. The lower curve represents our solution. However, I want to touch on something bigger, the bigger picture. There are several other techniques you can combine or extend, but what I want to touch on is something, maybe it's not worthwhile to work on energy efficiency of communication networks in general, because there's this well-known Jevons paradox. This has been done in the 19th century, and it states the following: technological progress, such as our previously proposed solutions, that increases the efficiency with which a resource is used tends to increase rather than decrease the rate of consumption of that resource. So what does it mean? That means attempts to reduce energy consumption, which is the final goal, by increasing energy efficiency, achieves the opposite effect, namely raises demand for energy. So there's something, this is something we have to keep in mind when designing energy efficient communication networks, and also we should keep in mind, does it really matter? Because this is data taken from the Global E-Sustainability Initiative, and the ICT sector is responsible for only 2% of global carbon emissions. So here you can see it. This is for the year 2007. Of these 2%, roughly 1/4 is embodied, meaning this is due to the manufacturing process and the materials you have used, and only 3/4 stems from how to use or when to use your communication networks. So this is only 2%, 3/4 of that. Another figure might be this one. Of these 2%, the telecommunication networks play only 37%. So it's even less than 1%. So this should make somebody question, is it worth to design energy efficient communication networks at all? So, however, there's a solution which you might focus on. So the keyword is dematerialization. What does it mean? So you have several high carbon products or activities, and they should be made online. So shifted from the real world onto communication networks. So the most promising examples are telecommuting, meaning people work from home, and also video conferencing. So instead of going on a business trip, you have a video conference such as Cisco's telepresence. Okay, and this is the final part of my talk. So this is our vision of really green 5i access networks, and there are two roles. The first role is apparent, so you have to reduce the power consumption of the network itself, okay? However, there's also a secondary role, namely using your access networks, such as 5i in our example, and use it in different sectors, not only communication, but also other sectors. And this also goes nicely in line with NSERC strategic projects, which have been redefined. So NSERC, for those of you who don't know, this is the research funding agency of Canada. And they have this small sentence, but I consider it very important. In coming years, ICTs need to become less an end in itself
than a means to an end. So what does it mean? We were thinking about it, and that simply means instead of simply sending bits back and forth, you should use this communication infrastructure to control a secondary system, okay? So which secondary systems? And a very good candidate is the power grid, the electric power grid, because it's the largest man-created CO2 emission source, okay? So instead of targeting the 2% of communication networks, you should use your communication network and target the largest emission source. And this power network becomes more and more important simply due to the fact that the global population will explode from 6.7 billion in 2000 to 7.5 billion by 2020, translating into a 75% increase of power consumption. And there's the solution which is known as smart grid. So the vision is simply you introduce communication and sensing technologies into the power grid. You let the consumer play a more active role in order to reduce power consumption and control the consumer behavior, when to turn on appliances. And it's also sometimes called the energy internet, because the smart grid is expected to change the way we generate and consume power, like the internet did change our behavior, how we consume and exchange information. So very quickly, though, there are a number of benefits of smart grid. You know, it delivers energy information bidirectional. The goal is to exploit renewable energy sources, and power consumption should be controlled. You know, and especially homes will play a key role, because currently the majority of energy is consumed at homes. In the future, you will see, especially in Quebec, you will see increasing numbers of electric vehicles circulating on our streets. These EVs will be charged at homes mostly. And also energy generation will become more distributed with renewables at home, such as solar panels, wind turbines, etc. So smart grid opens up several research areas. So it's one thing, so there's one figure missing, so it combines energy and communication, but also due to the fact that transportation becomes more and more electrical, you have these three sectors which can be combined, namely energy, communication, and transport. So we started working on that. So this is our solution to control electric vehicles and renewables at home. So it's based on fiber technologies and WiMAX. WiMAX didn't play a role in LTE, but it will play a role in smart grid simply due to the fact that the federal spectrum is free for power communication. So the technologies are available. However, the big question is how to implement it in a cost-efficient manner. So there are a number of ways you have to consider how to implement it. Right-of-way of utilities, you can build up consortia among power utilities. OAN stands for Open Access Network, so you open up your access network and give access to third parties, such as health, remote health services, etc. Or you can combine it not only for smart grid communication, but also broadband access. So this is our target. So running several services across the same infrastructure. And we applied this network to Hydro-Québec. So Hydro-Québec is in a very, very good position simply due to the fact that more than 90% of electricity is generated from hydropower. So it's renewable, and the costs are among the lowest in North America in Quebec. And very soon, in about 2-3 years, you will see smart meters being rolled out in Quebec. They already exist in Ontario. So smart meters not only tell you your instantaneous power consumption, but also offers you different time of use price windows. Okay, so in Ontario, you have this kind of stuff. Weekends, it doesn't matter. Then it distinguish between summer and winter. And you basically have, the green is the off-peak rate, low cost,
red is high, on peak, meaning expensive electricity rates, and yellow in the middle. So we applied this time of use pricing from Ontario to our setting. We considered 50 homes. Each home runs 3 appliances, if I remember correctly, dishwasher, laundry machine, and a fridge, I think. And then you can do the following. So you can let each home act independently, so to speak, very stupid, not very smart. And this is the black line. So you have some randomness due to random turning on, random turning off of appliances. And then you can do something. The red curve is intra-home scheduling. So consumers keep this time of use pricing in mind and always search to defer certain loads to low price periods. And then you are in trouble because then you get these peaks, which might lead to blackouts. Clearly, this must be avoided. And this can be easily done if you add some communication networks to today's power grids, like the one I've proposed. And then you can do something which we call inter-home scheduling. So sharing information among neighborhoods. And this brings down the peaks while at the same time allow for money saving, okay? And this concludes my talk. So I tried to introduce 5Y access networks as the long-term solution at the end game of broadband access. And there are several things. You can green your access networks. You can use them to bring some high carbon products, activities online. There's surely an enabling effect. But I think more potential can be seen when you apply it to today's power grid, leading to smart grid communication infrastructures. And there are huge potentials to generate new markets, revenues, and jobs. Open issues are something which is known among power engineers at advanced demand response. Also, inter-home coordination is expected to become key, not only for normal appliances like fridge, but also for future EVs, electric vehicles, and renewable distributed energy resources such as solar panels. And the big question is not only it can be built with today's technologies, but the implementation, this is the key. And you have to study different implementation models such as open access network or infrastructure sharing between telcos and power utilities. And this concludes my talk. Thank you very much. Merci beaucoup, M. Meyer. J'inviterai maintenant M. Ralph Rochsat, qui est le directeur en ingénierie des systèmes au Canada pour l'équipementier de composantes de réseautique Ciena. Il détient plus de 23 ans d'expérience dans le domaine des télécommunications, une expérience qu'il a obtenue lorsqu'il a œuvré en Europe, en Asie et dans les Amériques. M. Rochsat dirige l'équipe d'ingénieurs qui conçoit les solutions de Ciena pour la clientèle d'entreprise et les fournisseurs de services de télécommunications au Canada, dont les réseaux de recherche et d'éducation. Sa présentation portera sur les technologies, les architectures et les applications des réseaux à haut débit, soit à une largeur de bande de 100 gigabits à la seconde et plus. Alors, merci beaucoup. Et si vous ne connaissez pas le nom de Ciena, qui est bien probable, c'est la compagnie qui a acquis les actifs de Nortel dans le domaine d'optique et communication Ethernet. Alors, avec cette combinaison, on a créé un leader qui est spécialisé dans le domaine d'optique, transmission et les communications Ethernet. Aujourd'hui, je parlerai de l'évolution des systèmes de 100 gig et même des vitesses plus hautes. Je vais toucher les concepts dans les technologies qui ont permis ce bond, les implications au niveau d'architecture des systèmes et les applications qui poussent la croissance de demande des services de haut débit. Premièrement, il faut remarquer que
la poursuite de 100 gigs a pris plus de temps que les autres augmentations de vitesse qui se sont produites dans le passé. Par exemple, seulement 5 ans se sont passés entre l'introduction de 2.5 gigs et 10 gigs, qui se passait dans les années 90, mais ça a fallu un autre 12 ans avant qu'on était capable de faire des transmissions à 40 gigs. Mais en comparaison, grâce à ces technologies nouvelles, on était capable de faire le bond de 40 gigs à 100 gigs en juste 18 mois. Toutefois, la commercialisation de ces technologies a été faite sous la contrainte d'éviter des modifications des systèmes actuels. Alors, en avant relevé ce défi, il existe pourtant des possibilités d'en profiter et d'optimiser les systèmes pour les transports de 100 gigs. Finalement, on a déjà parlé des croissances des services à travers toutes les présentations aujourd'hui, mais je vais juste parler un petit peu pendant la présentation des exemples dans un contexte pour les réseaux de recherche et développement. OK. Alors, sont quoi les défis dont j'ai parlé qui ont encombré le développement des systèmes de 100 gigs? Alors, premièrement, il faut considérer que le fait que les systèmes antérieurs étaient en effet juste des systèmes d'un format très simple de modulation. Alors, on a simplement modulé l'intensité de laser en faisant un 1 quand le laser était allumé et un 0 quand le laser était éteint. Alors, ça, c'est une technologie en effet similaire à celle des télégraphes. Et le problème avec cette technologie, c'était que le limite de ces systèmes était représenté par 10 gigs. C'était le sommet de cette technologie. D'aller plus loin avait beaucoup de difficultés à aller plus vite. Alors, pour briser cette barrière, on avait fait une solution innovante et c'était une technologie qui a été développée ici au Canada, à Ottawa et ici à Montréal. C'était un concept semblable à la radio numérique. Alors, c'est ce qu'on appelle la transmission cohérente. Et ça permettait la transmission commerciale à 40 gigs et 100 gigs. Et c'est ce qu'on est en train de déployer maintenant et qui permettent même d'aller plus loin dans le futur. Alors, je vais pas parler beaucoup de la technologie, juste pour mentionner qu'il y a plusieurs dimensions qu'on peut jouer maintenant. Maintenant qu'on a ce clé de voûte, on peut vraiment ouvrir d'autres possibilités. Il y a en effet 3 dimensions sur lesquelles on peut bouger. Premièrement, avec les systèmes radio, on a la constellation qui représente le format de modulation. On a le débit du symbole et le spectre utilisé par le système. Alors, par exemple, les premiers systèmes cohérents de 40 gigs ont utilisé une constellation de 4 points, un débit de symbole de 10.5 gigabaud et 2 sous-porteuses séparées par la polarisation. Alors, c'est représenté par l'acronyme DPQPSK. Alors, l'importance ici, c'est qu'en manipulant ces 3 dimensions, on est capable d'aller plus loin ou on est capable aussi augmenter la vitesse de service. Alors, ça, c'est vraiment une innovation à niveau de technologie suivie parmi tous les opérateurs et tous les fournisseurs de systèmes, mais en effet mise en place ici au Canada. Alors, j'ai expliqué auparavant qu'il fallait respecter les contraintes, que ces technologies soient capables de fonctionner en conjonction avec les systèmes existants. Alors, on regarde premièrement les fibres déjà déployées. Il faut respecter ces investissements. C'était déployé déjà à un coût très élevé. Et beaucoup de ces fibres étaient déployées dans un temps où les façons de déployer ont créé des problèmes. Il y a encore des systèmes de fibres existants qui ne sont pas capables de transmettre à 10 gigs. Mais les systèmes cohérents d'éliminer beaucoup de ces problèmes de transmission.
après ça, c'est pas juste les fibres, mais c'est des systèmes existants. Alors, il y a des systèmes DWDM, des systèmes que RISC a déjà déployés. Il y a des systèmes de ROADM pour faire des commutations optiques. Et les systèmes de 100 gigs et les systèmes qui s'en viennent devraient être capables de transmettre des signaux sur ces systèmes existants, même sur des systèmes d'autres vendeurs, parce que ça devrait être un système ouvert. En plus, on a parlé de 100 gig Ethernet et que ça vient sur les routeurs, mais ce n'est pas juste le 100 gigs. Il y a aussi des services multiples et ça inclut des services de débit plus faible, des services traditionnels comme le SONET, comme le OC192 que vous avez déployé en RISC. Et c'est important d'avoir des systèmes qui sont capables de combiner les services pour aller sur 100 gigs. Finalement, pour transporter les services sur les routeurs, ça prend aussi des interfaces normalisées. Alors, des routeurs, en effet, la limite sur les routeurs, souvent, c'est la densité des ports, l'éventail d'entrée sur les routeurs. Et les interfaces plus rapides, denses et enfichables sont actuellement normalisées. Alors, on a des interfaces enfichables de 100 gig Ethernet disponibles à travers plusieurs vendeurs. Et ça représente aussi, en certains cas, une réduction de consommation énergétique, parce que sur le même châssis, on peut mettre plus de débit d'entrée. Alors, pour la même consommation d'énergie, on a plus de services qui passent à travers. Alors, on a parlé aussi beaucoup de les applications qui exigent 100 gigs, les applications multimédia, collaboration. Il y a aussi le fait que les services, comme vous avez des services 10 gigs Ethernet sur le réseau RISC, ça veut dire qu'on a éteint la vitesse de transport avec les services. Alors, pour profiter de cette multiplication, il faut avoir des services plus hauts, des transports plus hauts. Netflix, par exemple, au Canada, on a vu l'impact de ça. Mais le problème, et on voit avec Netflix et des choses comme ça, c'est qu'il n'y a pas les revenus n'augmentent pas en même temps. Alors, la rentabilité pour ces services n'est pas la même chose. La latence, je mentionne ça encore parce que les systèmes cohérents sont capables de réduire la latence parce qu'on élimine des composants intermédiaires qui sont là pour, en effet, faire la compensation pour dispersion. Et l'efficacité énergétique, parce que si on pense à un système entre ici et Toronto, ça prend beaucoup de choses intermédiaires, comme les amplificateurs, des choses comme ça. Alors, en allant avec un système 100 gigs, on peut en effet multiplier 10 fois la capacité de ce système, mais diminuer le montant d'énergie par bit par 10 fois aussi pour les systèmes intermédiaires. Alors, pour exemple, comme les systèmes de recherche et développement, on regarde ici Internet 2. Et là, Internet 2, c'est un réseau... c'est un réseau qui comprend 200 000 institutions aux États-Unis. Et en effet, c'est un nouveau réseau qui va être construit pendant les 3 ans prochains. C'est des sites de cœur. C'est semblable, si on pense au premier Internet, en effet, c'était quelque chose créé par DARPA. Mais maintenant, la demande, c'est destiné à connecter les institutions, mais aussi il y a d'autres choses qui sont destinées pour ce réseau. En particulier, on parle des services de santé, la sécurité publique, ils sont tous alliés pour se mettre sur ce réseau-là. Alors, une autre chose qui est intéressante, parce qu'on a parlé d'énergie, c'est que SNET fait partie de ce réseau aussi, qui vont déployer 100 gigs pour... ça, c'est le département d'énergie aux États-Unis qui vont utiliser ça pour optimiser les grids d'électricité. Ce matin, on avait M. Roche qui a parlé de Canary.
Et ça, c'est déjà un système déployé au Canada qui a été optimisé pour 100 gigs. Il a dit qu'on a déployé des longueurs d'onde de 100 gigs en place maintenant. Il y a une connexion entre Chicago et Ottawa. Et en plus, CN fait partie de ce réseau. On a un nœud dans nos laboratoires à Ottawa. Et en plus, à travers le réseau Canary, on a maintenant le premier lien de 40 gigs de recherche et Ethernet en place chez ETS au Québec. Ce n'est pas juste une question de brancher les systèmes ici au Canada, aux États-Unis. Il y a aussi la question de connexion internationale. Et ça, c'est fait par des systèmes, des systèmes sous-marins. Alors, ces systèmes, les coûts, c'est beaucoup plus élevé que les systèmes terrestres. Imaginez, il faut mettre un amplificateur, des systèmes dans l'eau à profondeur de 5000 pieds. C'est tout un défi technologique et d'ingénierie civile. Alors, pour ces systèmes, avec les systèmes cohérents, on était capable de mettre des longueurs d'onde cohérentes sur les systèmes sous-marins sans changer rien dans les océans. Alors, ça veut dire qu'on peut mettre à 4 fois ou à 10 fois la capacité de ces systèmes sous-marins sans avoir besoin de payer aucun argent pour modifier les systèmes sous-marins. Alors, ça fait une grande différence. Et comme j'ai mentionné avant, il y a plusieurs dimensions dans la transmission cohérente, les 3 dimensions que j'ai mentionnées. On est capable aussi de faire des modifications pour aller beaucoup plus loin. Par exemple, pour traverser le Pacifique, ça prend, c'est jusqu'à 11 000 km dépendant de la route qui est choisie. Et on a modifié des systèmes pour supporter 40 gigs avec une modulation très avancée pour traverser les océans à 40 gigs. Alors, toutes ces possibilités font pas juste augmenter la capacité, mais diminuer les prix et faire plus efficaces les transmissions. Si on regarde, il y a même pour les services pour hébergement de centres de services de données, tout ça, j'ai vu même que Islande se propose comme centre d'hébergement et ils ont dit qu'à cause de sa place au milieu de l'océan entre Europe et Amérique du Nord, la disponibilité d'électricité géothermique et en plus le fait que le refroidissement d'équipement se fait beaucoup plus facile. C'est peut-être intéressant, c'est juste que le seul problème avec ça, ce serait peut-être ce passage de mettre ce centre sur un volcan comme Islande se trouve. Alors, en sommaire, les technologies récentes, ils ont rendu la transmission à 100 gig une réalité. On a beaucoup de services à 100 gig déjà déployés dans le monde. C'est désormais viable sur les fibres et les systèmes optiques existants, qui est très important. On ne veut pas avoir besoin de changer les fibres, les systèmes existants pour mettre en place 100 gig. Et l'augmentation d'efficacité d'interface des routeurs, c'est quelque chose de très important. Qui en effet pousse le développement de 100 gigs. Et la réutilisation de systèmes sous-marins sont toujours des choses possibles. Avec l'exemple de Islande, la virtualisation des services, distribution géographique, on a entendu ce matin les problèmes avec la sécurité des nuages qui vont être résolus dans le futur. Ça met toujours la transmission à longue distance. Ce n'est pas juste une question de traverser un laboratoire à 100 gigs ou plus, mais c'est une question de mettre en place des systèmes viables. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer maintenant à la période de questions. Il y a 2 micros qui sont installés à mi-chemin des allées. Donc, si vous avez une question à poser à un de nos panélistes, n'hésitez pas à le faire. Et je
pourrais peut-être commencer à briser la glace en posant une question à vous trois. Entre autres, Mme Sanso, vous avez parlé des axes de transition en réseautique en disant que l'adressage allait être un élément très important à prendre en considération. Bon, vous avez nommé les autres, bon, entre autres le médium privilégié, le type d'application, la nature des communications, l'impact éco-énergétique. Dans le contexte des réseaux qui sont utilisés par les centres de recherche et les institutions d'enseignement, est-ce que il y a certains axes de transition qui sont plus prioritaires ou plus importants à prendre en considération que, disons, que dans une situation de réseaux qui sont destinés à une utilisation par les entreprises ou par le grand public? Moi, je pense que les réseaux qui sont les réseaux institutionnels, les réseaux des institutions, ils doivent refléter un peu ce qui s'en vient dans le grand public. Donc, malheureusement, ce que j'ai à vous dire, c'est que je pense que tous ces 5 axes-là, ils vont se jouer en même temps. C'est mon opinion, c'est très personnel. Je pense qu'il va y avoir une augmentation importante du trafic, que les problèmes de changement d'adresse, c'est quand même un problème important, et qu'il faut tenir compte aussi de l'impact qu'on va avoir, l'impact éco-énergétique. Ça, c'est quelque chose qu'il faut tenir compte également. Donc, moi, je pense qu'on est vraiment des laboratoires de ce qui s'en vient et on a la possibilité de le faire en petit. On peut regarder, bien, qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand on a 30 fois, ça, c'est des données, hein, on ne les invente pas, 30 fois l'augmentation du trafic vidéo HD, par exemple. Qu'est-ce qui se passe sur nos réseaux? Comment est-ce que ça marche? Est-ce qu'on est capable de gérer ça? Donc, moi, je pense que les 5 axes sont importants. Peut-être la question d'accès vers les contenus, ça, c'est quelque chose qui se développe tranquillement à plus long terme, mais tous les autres sont quand même tous importants. C'est mon point de vue. I personally think, I agree we have to make this transition from IPv4 to IPv6. However, also keep in mind that it's a very politically driven discussion. So it might not be technically needed, but the rest of the world wants to catch up with the United States in terms of IP and address space. But still, I think we have to make this transition. And then to answer the question, I think the most important transition is not only extending IP address space, but also transit the conventional internet to the Internet of Things, where you can not only interconnect clients or end systems, but also things, you know, and smart grid is a very good example, where you can control homes, EVs, etc., etc. Yes. Est-ce que je peux faire la remarque? Oui. Effectivement, c'est un des points qu'on voit dans l'augmentation du trafic, on voit la prédiction, c'est 40 fois le trafic M2M. Qu'est-ce que c'est le trafic M2M? C'est le trafic de contrôle, c'est les smart grids, c'est tous les contrôles vers d'autres systèmes qui sont en train de proliférer. Alors, on ne sait pas trop quel est l'effet de ce trafic-là sur les réseaux actuels, puis on a l'opportunité avec des réseaux de recherche de regarder quel va être cet effet dans ces cas-là. Et vous, de votre côté, qui êtes du côté des fournisseurs? Je dois dire que c'est vrai que l'optimisation des systèmes, c'est très important. Et nous, on répond à la demande qui est en croissance continuelle. Mais l'affaire, c'est que dans ces systèmes, il faut penser à comment on va utiliser le transport avec le concept d'un gig. On a aussi le défi fait par la latence. Il y a toujours des possibilités d'optimiser les systèmes de plus. Et je pense qu'en utilisant les systèmes de 100 gigs, d'être capable de fournir des systèmes qui augmentent, il faut toujours penser en même temps des façons qui sont utilisées en arrière. Et c'est pour ça que la commutation et l'intégration de ces systèmes, c'est très important. Merci beaucoup.
Est-ce que quelqu'un veut se risquer à poser une question? N'hésitez pas. Ben, je vais en poser une deuxième. Il était fait mention, entre autres, Ah! Je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous identifier. Ah, non. OK, non. Veuillez vous asseoir. Bon, on a parlé tantôt des impacts au niveau de la consommation d'énergie, de la multiplication des applications, la multiplication du nombre d'utilisateurs des réseaux. Et bon, on voit que les réseaux sans fil sont en train de prendre de plus en plus de place. Or, présentement, une bonne partie de l'utilisation des contenus riches, des contenus qui demandent beaucoup de données, sont faits par un utilisateur ou par une machine qui est fixe. À partir du moment où l'utilisateur final, la personne ou la machine est en mouvement, que ce soit pendant un transport, que ce soit par la nature de la machine, est-ce qu'on s'attend à ce que les enjeux se multiplient? Est-ce que, présentement, dans vos projections, vous tenez compte que la mobilité des utilisateurs mobiles, si vous voyez un peu ce que je veux dire, que va peut-être s'en aller en augmentant si on considère que l'accès à bord des autobus, à bord des trains à grande vitesse, ou que ce soit que la personne regarde du contenu, mais se promène physiquement dans les lieux, est-ce que ça vient multiplier les défis? Est-ce que c'est à moi, tout le monde? Bon, les données que moi j'ai mis dans ma présentation, ce sont des données qui est vraiment de l'accès mobile. Okay? Donc, ça considère les mobiles, mais évidemment, ça considère les mobiles tels qu'on les connaît aujourd'hui. Donc, les gens qui se déplacent avec leur iPhone et puis qui vont faire des appels et ainsi de suite. Alors, certainement que quand on va avoir, plus on a d'applications, plus on va avoir des problèmes. Une des solutions qu'ils sont en train d'envisager pour faire face à ce type de problème est ce qu'on appelle les offloading. Alors, les offloading, c'est, je l'ai mentionné dans la présentation, c'est on va prendre du trafic et on va downloader du trafic et on pense justement ce type de trafic, par exemple, un trafic vidéo. Vous êtes dans un autobus et on va pouvoir peut-être downloader votre trafic dans un système Wi-Fi qui se trouve un peu plus loin. Okay? Alors ça, la question, c'est est-ce qu'on va pouvoir attendre à ce que vous fassiez votre download? Peut-être les gens sont en train de commencer à penser à des systèmes de pricing pour faire ce genre de choses-là. Donc ça c'est clair que plus on va avoir d'applications, plus on va mettre du poids dans les systèmes. Il n'y a pas une solution, il y a une panoplie de solutions. Les offloading, c'est une des solutions qui sont en train d'être envisagées. Justement pour ce type de plus de mobilité, plus de contrôle, plus ce genre de choses. When it comes to mobile networks, it's I was told from a collaborator at MIT that 4G deployment was deferred due to backhaul bottlenecks. So the problem, but you also see it in academia, so you have wireless people working on wireless networks only without any understanding of wired backhaul systems. So my point is, you know, it's not sufficient to work only on the mobile front end. If you really want to build sustainable mobile high-performance networks, then you really have to take the whole system into account, which consists of fiber and wireless front end, and there's a huge performance gain potential, what we discovered, you know. But it's the same in academia. Some people work on wired, other people, many of them, work only on wireless without taking a holistic approach. So this is something we should focus more on. Je dois dire que oui, c'est vrai que nous, même dans les cœurs de réseau, on voit une croissance incroyable
causé par la demande sur les services de vidéo. Et il faut pousser ces débits vers les tours cellulaires et ça cause des problèmes à réseau. Je pense qu'il y a beaucoup de fournisseurs qui font partie de ces investigations et qui regardent le défi de mettre en place la capacité vers les tours. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord que ça prend un fournisseur intégré d'un bout à l'autre. Ça prend des standards et c'est vrai que les standards sont existants et que les technologies et les architectures sont beaucoup discutées par les fournisseurs de services parce qu'il faut être rentable. C'est une question qui font faire face à chaque jour avec leur système et avec des systèmes comme de concurrence et les technologies qu'on voit avec LTE, c'est incroyable le montant de temps qu'ils dépensent pour optimiser ces systèmes-là. Mais si je vous relance un peu au niveau de l'optimisation des... Oh, je vous relancerai plus tard, car nous avons une personne qui va... Deux personnes. Bonjour. Bonjour, mon nom est Guillaume Baudouin. Ma question s'adresse plus à M. Rothschild concernant les équipements optiques de très haut débit, 40-100 gigabits par seconde. J'aimerais savoir la différence de consommation, par exemple, éco-énergétique d'un équipement de cette génération-là par rapport à un équipement d'une génération précédente à 10 gigabits, par exemple, et ce qui s'en vient peut-être dans le futur pour diminuer cette consommation électrique-là ou cette consommation éco-énergétique-là pour la rendre la plus verte possible. Comme j'ai mentionné, il y a, dans ce système, il y a les parties intermédiaires et en utilisant les longueurs d'onde plus vite, on peut augmenter la capacité sans avoir besoin d'augmenter les pièces intermédiaires. Mais pour les terminaux, c'est vrai que l'augmentation à vitesse, ça représente pas la même occasion. Alors, pour aller de 10 gigs à 40 gigs, on voit des diminutions de consommation d'énergie, mais ce n'est pas au même niveau. On a réussi avec les systèmes cohérents, en effet, de réduire les parties, les composantes qui utilisent le plus d'énergie, comme les lasers. On utilise, par exemple, moins de lasers pour un système de 100 gigs que 10 fois. Il y a des composants qu'on utilise comme le CMOS et tout ça qui diminuent la consommation d'énergie. Et alors, le montant, le watt par bit par seconde, ça diminue, mais ce n'est pas aussi vite que sur les systèmes intermédiaires. Disons peut-être comme entre 60 et 70 % de réduction de consommation par bit par watt. Ça veut dire une réduction de 30 à 40 %. Merci beaucoup. Oui? Bon, je ne connais pas évidemment vos données à vous, mais en ayant regardé un peu les données de consommation énergétique depuis un certain temps, je n'ai pas montré toutes les courbes qu'on a faites là. C'est clair que les équipements qui... Bon, clairement, ceux qui sont plus nouveaux sont plus efficaces, mais plus la capacité est grande, plus on a tendance à avoir de l'efficacité énergétique. Donc, c'est un trend qu'on peut voir clairement, de façon générale, sur tous les manufacturiers, c'est que vous avez plus de capacité, c'est plus efficace. En valeur absolue, ça peut peut-être consommer plus. Donc, c'est là qu'il faut faire très attention quand on fait la planification des réseaux. C'est qu'on dit, oui, c'est plus efficace, mais si vous êtes en train de surdimensionner les réseaux de façon faramineuse, à la fin, vous allez consommer plus. Il faut tenir compte du trade-off entre la consommation énergétique et la performance que vous allez avoir dans votre réseau. C'est-à-dire, c'est pas un chiffre, oui, c'est plus efficace, mais il faut regarder en valeur absolue combien ça consomme, puis si je suis vraiment en train d'utiliser ma capacité pour que ça vaille la peine. C'est un peu ça, il y a un trade-off à faire là-dessus. Oui, je suis d'accord avec cette analyse parce que c'est vrai que
on le voit, on devient de plus en plus efficace. Et en effet, c'est un truc de mot que j'ai utilisé en watts par bit par seconde, parce que, en effet, c'est les bits par seconde qui augmentent plus vite que l'efficacité énergétique. Alors, on voit ce 2% qui va vers 3% et ça va continuer toujours parce qu'on a toujours une demande qui dépasse l'efficacité qu'on a aperçue à niveau d'équipement. Je voulais poser une question. Je peux poser une question? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, bonjour. Donc je crois savoir qu'aujourd'hui, on parlait de la différence entre les systèmes fixes et les systèmes mobiles. La plupart des systèmes mobiles sont basés sur la transmission radio. Et je crois que quand on regarde, par exemple, LTE, aujourd'hui, on est pratiquement à la... Si je me rappelle mes anciens collègues de Bell Labs qui me disaient qu'on était pratiquement à la limite de Shannon. Alors que quand on regarde sur la fibre, on a encore beaucoup de réserves. Est-ce que ça ne veut pas dire que dans l'avenir, la fibre va être de plus en plus présente et étendue, et quitte à faire peut-être les dernières, comme M. Mayer nous disait, vers un réseau de plus en plus fibre et un peu de radio vers la fin? Alors, pour la question de fibre et la limite de Shannon, c'est vrai que c'est une limitation qui existe pour tous les systèmes électromagnétiques, qui veut dire que en passant vers les systèmes cohérents et allant vers 100 gigs, on a beaucoup augmenté, c'est ce qu'on appelle les bits par seconde par hertz, qui veut dire qu'on est plus efficace à niveau de spectre. La limite de Shannon dit qu'on devrait être capable d'aller vers 30 terabits par seconde dans le bande C. En effet, ça c'est une explication très technique, mais ça veut dire que maintenant avec nos systèmes de 100 gigs, on a atteint 8,8 terabits par seconde dans le bande C, qui est le bande commun sur les systèmes optiques. Alors, on a fait un tiers d'avance vers la limite Shannon, mais comme j'ai dit, on a les dimensions. On peut jouer avec ces 3 dimensions pour avoir d'autres possibilités, pour aller avoir des systèmes plus efficaces à niveau d'énergie, pour aller plus long, des distances plus loin, ou diminuer la latence. Alors, ce n'est pas juste une question de capacité, mais il y a aussi les questions des autres caractéristiques des systèmes de transport. Et avec on suit maintenant, parce que c'est une question d'implantation dans les systèmes de silicone. Alors là, c'est vraiment... on est sur la courbe de Moore's Law pour les coûts et pour la consommation d'énergie de ces systèmes. Alors, on peut avoir des avancements qui vont faire les systèmes cohérents plus rentables dans beaucoup plus de domaines. Ça va pousser les 100 gigs vers l'accès et ça va améliorer le niveau de service à travers tous les réseaux. Alors, ça, c'est un niveau de fibre. Je pense que pour les systèmes de FiWi, il y a beaucoup de questions à niveau de utilisation des spectres sans fil aussi. Maybe 3 things. First of all, FiWi, I didn't have time to elaborate on this, but when you consider the case of LTE, the point is I cannot answer the question without knowing the network layers, so especially the MAC protocols, bandwidth allocation. So in case of LTE, you might use an old school radio over fiber system, which kilometers of fiber and low-cost remote antenna units, which is, so for LTE, I think it's very, very good to go with FiWi. For the wireless front end, if you want to build a network with low-cost wireless LAN technology, you have a different MAC protocol, which are distributed, DCF, and which are designed for 100 meters. Then you cannot go with radio over fiber, but you have to do a protocol translation at the optical wireless interface. So it becomes a little bit technical, so it's when you talk to industry,
actually it doesn't matter, radio over fiber or radio and fiber. The major objective is to reduce cost. So in having said this, I would go with Ethernet technologies, and then you have to build a PHY network with protocol translation at the optical wireless interface. But I just want to make a comment on this energy efficiency. So I was trying to emphasize the importance of energy efficiency versus power consumption. So if we, as engineers, if we build boxes with the goal to reduce energy efficiency, in 5-10 years down the timeline, we create a new problem because it increases the power consumption. So what I was trying to touch on is kind of energy efficiency reduction might be the wrong approach. It's a little bit too narrow-minded. The goal should be to minimize power consumption. And it has been, this problem has been around for centuries. So maybe we should take a more holistic approach. C'est peut-être aller avec peut-être une dernière question. Le Canada est un grand pays, d'un océan à l'autre. Présentement, ne serait-ce que pour fournir les services de télécommunications mobiles, il y a plusieurs enjeux pour apporter, ne serait-ce que des services qui sont maintenant monnaie courante dans les grandes villes, de les apporter dans les régions éloignées, dans les régions rurales. De quelle façon envisagez-vous la concrétisation d'une large bande, comme nous avons parlé aujourd'hui, dans ces régions où l'apport de fibre optique est un enjeu économique important? De quelle façon est-ce que ça va se concrétiser? Est-ce que ça va passer inévitablement par l'axe vertical, par les satellites? Je dois dire qu'au Canada, parce qu'on avait des liens très proches avec les fournisseurs de services, les systèmes déployés comme le Canary et d'autres fournisseurs de services ont été optimisés pour les systèmes de 100 gigs. Alors, c'est très facile maintenant, juste aller de 10 gigs à 100 gigs selon les besoins. Ce sont des systèmes sur les fibres qui étaient déployés dans des années 80. Alors, on a en effet, à travers le Canada, une utilisation très bien de nos actifs qui étaient déjà mis en place depuis les dernières 20 ans. Alors, c'est un bon moment de ce point-ci pour les réseaux. Et en plus, on voit qu'il y a encore des places pour des demandes beaucoup moins qu'on voit sur les routes entre Toronto et Montréal. On a la possibilité de faire des systèmes plus efficaces et d'aller vers le nord. Il y a aussi des possibilités, comme je l'ai dit, d'aller beaucoup plus loin. Sans des systèmes intermédiaires sur les fibres, on peut aller dans le Grand Nord jusqu'à 500 km sans avoir rien que la fibre entre les deux points de terminaison. Alors ça, c'est un autre défi vers le Grand Nord. Comment faire des systèmes rentables parce que ça prend c'est beaucoup moins de personnes dans les espaces éloignés. Moi, je pense que c'est une question politique. Ça, c'est mon point de vue. C'est une politique. La question, c'est est-ce qu'on veut que les régions rurales aient du large bande ou pas? Alors, par exemple, en Finlande, c'est une loi. Je pense qu'ils ont passé une loi. Comme quoi, c'est un droit. Tout le monde dans les pays doit avoir du large bande. Moi, je pense que c'est souhaitable parce que c'est ça ce qui fait finalement, ce qui rend un pays développé, c'est l'accès entre autres, c'est l'accès aux télécommunications, c'est l'accès aux télécommunications rapides. Et pour moi, je l'ai déjà vécu avec des gens qui sont dans les régions rurales. C'est vrai, ils sont très peu de monde, mais ces gens-là ont de très gros besoins. C'est-à-dire quand vous êtes dans un champ et puis vous voulez vendre, vous voulez savoir c'est quoi votre prix, à un moment donné, votre prix, puis être dans une enchère en temps réel, le prix de votre grain ou le prix du bétail, puis vous êtes dans une enchère en temps réel, bien, vous avez besoin de votre large bande. Vous ne pouvez pas faire un appel à Internet. Ça devrait être accessible à tout le monde.
quels sont les moyens pour le faire. Évidemment, on ne peut pas laisser dire, bon, ben, ça va être laissé aux compagnies, parce que les compagnies veulent toujours faire un profit. C'est pour ça que je pense que c'est une question politique. Est-ce qu'on veut l'avoir? Puis si on veut l'avoir, ben, il faut l'imposer un peu. Alors, c'est mon point de vue. Merci beaucoup. My point of view is, technically speaking, we need both fiber and wireless. Fiber is the best medium of choice, we know, but it's wired and it's clear. On a bigger picture, correct me if I'm wrong, but I think Canada is not it's not the biggest player in telecom. I saw Nortel going down, and you might have heard about RIM facing serious issues. So in talking about the big picture, I would focus on energy, which is one of the major economic sectors in Canada, combining energy and communication. And also you might know it, that the Gouvernement de Quebec has installed an action plan for electric vehicles earlier this year. And Quebec tries to become a global leader in electrical transportation. And again, so this is something you should jump on, electrification of transportation. It's not whether or not, it's already underway. It's kind of how to use communication technologies for energy, for EVs. I think this is, that's what I would recommend. J'aimerais remercier nos 3 panélistes et j'aimerais vous remercier d'avoir écouté cette conférence et j'espère qu'un jour, pas très lointain, nous pourrons regarder en archive cette conférence sur nos liaisons à 100 gigabits à la seconde à la maison. Merci beaucoup.